Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme C. Si vous avez un enfant autour de 18 mois, 3 ans, 4 ans, qui met des plombes à aller se coucher le soir, qui vous rappelle 50 fois, je pense que cette vidéo devrait vous intéresser. C'est le replay du Facebook Live que nous avons donné le mercredi 22 novembre. Donc, si vous voulez savoir comment ça se passe dans la vraie vie avec un enfant qui ne veut pas se coucher, zou, on y va! Donc voilà, moi je suis Lara, c'est moi que vous avez par téléphone si vous voulez prendre un rendez-vous individuel avec Sandrine. C'est moi aussi qui réponds aux mails quand vous les adressez sur ma boîte à moi. Et voilà, j'attends Sandrine pour les écouteurs pour faire un test son. Donc voilà, ce Facebook Live, on a tiré la question au sort, vous l'avez peut-être vu hier, sur comment gérer les couchers qui durent 2 heures. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une chouette question. Parce que je pense que ça concerne beaucoup de monde. Et pendant longtemps. Et pendant longtemps, des fois, hein, on en reparlera. Ça marche, on nous dit que ça yes, marche. Bon, super. Si ça marche. Merci les filles. Ouais, on va attendre un petit peu, voilà, que les gens arrivent, que les gens s'installent, et puis on abordera la question tranquillement. On va en profiter peut-être pour rappeler comment ça marche. Oui, le live. C'est ça. Donc vous avez Lara qui est là avec son ordinateur sur les genoux, qui va lire vos commentaires, vos questions. Donc si vous en avez vos témoignages, si vous en avez, vous n'hésitez pas à les poster au fur et à mesure sur la page Facebook. Alors il y a un petit décalage, donc forcément il faut un peu de temps, le temps qu'elle le lise. Et elle me posera les questions. Donc Lara, c'est la voix de tous les auditeurs. Comme on dit d'ailleurs pour une vidéo, c'est pas des auditeurs, des spectateurs. Des spectateurs, voilà. Des Facebook stateurs. Des Facebook live stateurs. Il doit y avoir un truc. Bon bref, nous résoudrons ce problème de vocabulaire une autre fois. Dites-nous déjà si l'image est bonne, si le son est bon, si tout est clair pour vous. Ouais. Non, visiblement ça fonctionne. Visiblement ça fonctionne. Donc le live sera évidemment enregistré et on le republiera après sur la page Facebook. Donc vous pourrez le re-regarder plus tard. Voilà. Que dire d'autre ? J'ai profité de ton absence pour me représenter. Ok, voilà, tu as bien fait. Moi je ne me représente pas, mais si je veux peut-être le faire quand même. Donc moi je suis Sandrine Donzel, je suis entre autres accompagnante parentale, je fais de l'accompagnement en individuel, je fais beaucoup de conférences, d'ateliers, voilà, d'actions en direction des parents, des professionnels de l'enfance, de la petite enfance. Je fais ça maintenant depuis 7 ans, donc je commence à avoir un petit peu d'expérience, enfin j'espère en tout cas. Voilà, peut-être on peut parler des prochaines conférences en attendant que tout le monde arrive. Oui, écoute, il y a pas mal de gens qui arrivent, qui nous disent bonjour et tout super. Ça. C'est chouette. Génial. Ouais. On est super contents parce que comme c'est une première expérience, on est un peu stressés. Pour l'instant, ça a l'air de bien marcher du premier coup. Parfait, je ne sais même pas du tout quelle heure il est moi. Donc, il est 10h03. 10h03, bon, on attend encore une minute ou deux peut-être, le temps que tout le monde attrape le train en route. Donc les prochaines conférences que je disais, c'est que là, il y en a une vendredi à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques, au Pays Basque, sur gérer ses émotions de parents. Il y en a une à Val d'Isère le 1er décembre, sur là, gérer les émotions des enfants, pleurs, colère, crise de rage. Peut-être un sujet dont on va parler pendant le live d'ailleurs. C'est possible que ça vienne là-dessus. Et après, il y en a d'autres à partir de janvier sur les dangers de la cour de récré, gérer ses émotions. Donc les dangers de la cour de récré, c'est à Saint-Pierre d'Albigny. Il faut que je parle moins vite, je crois. Oui, tu parles toujours très vite. À Saint-Pierre d'Albigny en Savoie, gérer ses émotions de parents à Lyon fin février. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses que vous pouvez retrouver sur le site de S comme C. Normalement, voilà. C'est à jour. Bon, est-ce qu'on démarre peut-être ? Bah écoute, allons-y, il y a pas mal de gens qui sont connectés. Et bah alors, on y va. Donc, le principe de ce Facebook Live, c'est qu'on tire une question au sort, ce que j'ai fait hier avec Cécile de Laccordée, et on tente d'y répondre et puis de rebondir là-dessus. Et la question qui a été tirée au sort, c'est celle de B, si je me souviens bien. Qui est là ? Qui est là, salut. Qui doit être ravi du coup. Bah j'espère. Et donc la question c'était comment gérer les couchers qui durent 2 heures avec un enfant de 2 ans. Alors si j'ai bien compris dans cette question-là, c'était quelque chose d'assez nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à là, ça se passait bien et puis il y a eu un changement.
avec un enfant qui du coup, si je me souviens bien aussi, demandait la présence des parents en permanence au moment de l'endormissement et aussi se réveillait la nuit et venait rejoindre les parents dans leur chambre. Donc il y a beaucoup de choses, mais il y a la problématique du sommeil en général. En général, et du coucher donc en particulier. Et du coucher en particulier. Alors la première chose que je voudrais dire et qui me semble très 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 importante, c'est que c'est un problème extrêmement courant, très 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 fréquent. C'est-à-dire que ça n'est pas pathologique, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je pense que la plupart des parents qui ont eu des enfants de 2-3 ans, entre 18 mois et 3 ans, voire 4 ans et demi, 5 ans, ont rencontré ce problème. Voire plus. C'est ça que je voulais nous dire, Lara. Je sens que... C'est pas pour déprimer, hein, mais... c'est pas pour décourager les parents. Donc, oui, c'est un problème fréquent. Alors, la première chose que je voulais dire, c'était par rapport au changement brutal. Si un enfant s'endort bien et puis brutalement se met à mal s'endormir, à plus réclamer la présence des parents, peut-être faut-il attendre un petit peu avant de considérer ça comme étant un problème. La première question, c'est s'il y a ce changement brutal, est-ce qu'il y a des événements dans la vie de l'enfant qui peuvent expliquer ce changement, qui peuvent expliquer ou en tout cas contribuer. L'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, une rentrée à l'école, un changement de nounou, ou voilà, même des choses qui peuvent nous paraître anodines peuvent avoir un impact. Et dans ce cas-là, c'est probablement pas en agissant sur le coucher qu'on va régler le problème. Ça va être plus en parlant peut-être des événements. Tout à l'heure, quand on préparait ce live, je disais à Lara, quand il y a un changement de comportement chez un enfant, je travaille souvent dans des crèches, des structures petite enfance, les professionnels, elles le disent, nous on voit un changement brutal de comportement chez un enfant. Une des premières questions qu'on pose aux parents, c'est « Oui, vous ne seriez pas enceinte, madame, des fois ?» Oui, qu'est-ce qui peut se passer dans son quotidien? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Voilà. Et très souvent, c'est le cas. Donc, ça vaut le coup aussi d'explorer cette piste. Après, souvent, on ne trouve pas d'événements ou de causes qui peuvent expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est juste qu'on ne les trouve pas. Et parfois, les enfants ont juste besoin d'être rassurés pendant une période plus ou moins longue. On peut rattacher ça à la théorie de l'attachement, ou voilà, c'est aussi un moyen pour eux de vérifier que est-ce que s'ils ont besoin de nous, on est bien là et on répond à leurs besoins. Donc ça peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Alors, ça n'a pas l'air très encourageant ce que je dis là. Non, mais en fait, la vraie question, c'est à quel moment c'est un problème? Eh bien, c'est un problème à partir du moment où, en tant que parent, vous commencez à avoir envie de balancer votre enfant par la fenêtre quand il fait ça. Effectivement, c'est un vrai problème. Et pas seulement envie. Si vous n'avez que envie et que ça ne se traduit pas dans vos actes, c'est pas très grave. C'est un signal d'alerte, mais c'est pas problématique. Si plusieurs fois ou de façon régulière vous vous retrouvez à avoir des comportements violents vis-à-vis de votre enfant au moment du coucher ou à d'autres moments de la journée, là c'est encore plus important, à d'autres moments mais en lien avec le coucher, vous vous retrouvez à avoir des comportements violents, à être tendu, à lui parler vraiment de façon agressive, etc. C'est probablement le signe qu'il faut faire quelque chose, que ça devient un problème. D'accord ? Peut-être qu'on peut parler alors aussi de la fameuse prévention. Ça aussi on l'avait abordé en se disant oui mais alors on nous dit que peut-être on crée de mauvaises habitudes. Oui, alors, parce que enfin honnêtement en tant que parent c'est quand même très souvent qu'on nous culpabilise sur ce qu'on fait de bien ou de mal avec nos enfants, particulièrement de mal, avec ce risque permanent de traumatiser l'enfant. Mais de le traumatiser ou de mal préparer, de mal l'éduquer. Enfin voilà. Alors pour la question du sommeil, c'est un problème extrêmement fréquent. Je lis régulièrement des bouquins sur le développement de l'enfant et sur le sommeil, puisque c'est quand même une problématique. Je crois que, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y a une proportion extrêmement importante des consultations chez le pédiatre qui sont liées à des problèmes de sommeil. C'est pas une question de survie des parents. Exactement, parce qu'après quand on est fatigué, c'est plus compliqué. Oui. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans beaucoup de livres sur apprendre à s'endormir, comment je fais pour que mon enfant dorme bien et tout ça, on nous dit il faut apprendre à s'endormir correctement, sinon. Et sinon, voilà. Et l'enfant ne saura jamais faire et tout ça.
Alors, moi j'ai un problème avec ça, c'est que je n'ai pas encore trouvé de bouquins, d'études scientifiques, de choses qui me paraissent sérieuses, qui me montrent qu'il y a un vrai lien, au moins de corrélation, ou en tout cas quelque chose de détaillé, qui montre que parce qu'on a dormi avec ses parents, ou parce qu'on s'est endormi avec ses parents quand on était petit, et ben du coup à l'âge adulte on a des problèmes de sommeil. Je n'ai pas trouvé. La plupart des livres qui parlent de ça affirment ça de façon très péremptoire, en disant voilà, il faut apprendre à, sinon je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que pour moi, le seul signe qu'il faut changer quelque chose, c'est quand, en tant que parent, on se rend compte qu'on est en train de faire quelque chose de violent et qui ne va pas. Alors, si vous le faites une fois de temps en temps parce que vous êtes fatigué à un moment donné, etc., ne dramatisons pas non plus, mais si tous les jours ça devient violent, tendu, que vous voyez, vous vous entendez dire des choses ou faire des choses qui ne vont pas à vos yeux, là, ça vaut le coup de faire quelque chose. Donc si j'ai bien compris, finalement, le problème d'endormissement ne pose pas forcément de problème à l'enfant, non, mais devient un problème quand il pose un problème aux parents. Oui. C'est bien ça. C'est un peu ça, oui. Ouais. Oui. Parce qu'un enfant de 2 ans, moi je peux vous fournir plein de témoignages où bah oui, on a fait du cododo, on a dormi très longtemps avec l'enfant, on l'a accompagné au moment de l'endormissement, et puis beaucoup plus tard, tout va bien. Ouais. Ces enfants dorment bien, n'ont pas de problème de sommeil, ni de comportement et tout ça. Mais voilà, ça ce ne sont que des témoignages et des expériences, il y en a d'autres qui auraient peut-être l'inverse, et c'est pour ça que je dis il n'y a pas de truc scientifique. Donc maintenant on va partir du principe qu'on est dans un moment où ça pose problème aux parents. Oui, parce que si la question a été posée, c'est que effectivement... Alors, il y a quand même une règle de base, parce que la question qu'on me pose souvent en accompagnement parental à ce sujet, c'est quelle est la façon bienveillante de faire en sorte que mon enfant dorme, s'endorme sans me réclamer 10 000 fois et dorme toute la nuit. Donc ma réponse est simple, il n'y en a pas. Génial. Merci Sandrine. Non mais, alors, il y a des façons d'accompagner, d'accord, mais il n'y en a pas parce que vous ne pouvez pas imaginer que vous allez forcer, contraindre un enfant à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire ou qu'il ne sait pas encore faire, sans provoquer chez lui un peu de résistance et de réaction. Donc ça, c'est la deuxième question au moment de l'endormissement, quand l'enfant réclame ses parents 10 000 fois, enfin, on a tous vécu ça, hein. J'ai envie de faire pipi, je veux boire, je veux une histoire, je veux un bisou, je veux un câlin, maintenant je veux papa, maintenant je veux maman, je veux aller faire un... J'ai peur, je veux faire pipi, je veux boire un coup, je veux une histoire, et ainsi de suite. Et je me relève, et quand les parents sont descendus, je viens, et qu'est-ce que vous faites, et machin, et il y a un monstre dans le placard. Hein? Tu connais ça aussi? Le j'ai peur, beaucoup. Voilà. Donc, la première question à se poser, c'est aussi, est-ce que c'est une question de confort pour l'enfant, ou est-ce que vraiment il a peur, il est en panique? Ça, c'est une question importante. Oui. Parce que si c'est une question de confort, le j'ai peur, c'est peut-être juste les mots qu'il a trouvés pour rendre plus acceptable à nos yeux le fait qu'il nous demande de revenir. Oui, parce que on a toujours ce instinct de protection, de se dire, enfin oui, on a envie de le rassurer. C'est ça. Si mon enfant dit j'ai peur, je vais plus avoir envie de lui dire ah ben voilà, regarde, je suis là, je te fais un petit bisou et puis je m'en vais. Et s'il nous dit ah je veux un bisou, on va dire ah mais quand même ça va quoi. Oui, je t'en ai déjà fait 3, oui. D'accord? Donc comme ils sont assez intelligents, pas forcément manipulateurs, mais ils ont fait l'expérience que, ils savent que dire j'ai peur, ça marche mieux que dire juste dire je veux un bisou. Bon. Mais ça ne résout toujours pas notre problème. Non, non, clairement non. Quand je disais il n'y a pas de façon bienveillante d'accompagner le coucher d'un enfant, à partir du moment où vous vous sentez prêt à franchir le pas, forcément on va passer par des expressions d'émotions désagréables chez l'enfant. Oui. Forcément. C'est ça. Et donc il faut être prêt à ça. Oui. Donc si vous n'êtes pas prêt ou prête à affronter le fait que l'enfant va manifester son désaccord, son stress d'une manière ou d'une autre, et probablement en pleurant, en hurlant, en criant, il ne faut pas le faire. Mais il ne faut pas le faire en connaissance de cause, en disant ouais, le coucher va continuer à durer 2 heures, mais voilà, c'est le prix à payer parce que je me dis mon enfant n'est pas prêt pour le moment à vivre ces émotions désagréables-là et ça viendra plus tard. Oui. D'accord. Mais du coup, si on fait ce choix-là de dire je n'affronte pas les émotions désagréables de mon enfant,
il faut aussi réfléchir en parallèle à comment je fais pour rendre la situation moins inconfortable, moins difficile à vivre pour moi. Et tu me disais, Lara, que toi, tu avais une solution quand tes enfants étaient petits. Oui, c'est ça, parce que alors moi j'ai connu ces couchers difficiles, comme moi aussi, je vous rassure parents, tout de suite. voilà, et c'est vrai que moi, quand mes enfants étaient petits et réclamaient ma présence en me rappelant et en me rappelant et en me rappelant, j'ai fait le choix à un moment de choisir mon combat. Et c'était finalement, plutôt que d'essayer de regarder un film ou une série en étant interrompu toutes les 10 minutes, ce qui avait le don de m'énerver vraiment, j'ai fait le choix de prendre mon bouquin et de me poser finalement dans leur chambre 30 minutes avec mon livre, et je gagnais 30 minutes de lecture en faisant démarrer ma soirée, certes plus tard, mais au moins ma soirée démarrait dans le calme. Voilà. Et c'est vrai que c'était ma façon à moi de profiter de ce temps, tout en leur amenant ma présence qui réclamait. Voilà, c'était le compromis trouvé. Voilà, donc ça c'est une solution possible. Après, à chacun de voir qu'est-ce qui peut être jouable. Est-ce que peut-être une soirée de temps en temps où c'est l'autre, si c'est plus un parent qui gère ou c'est l'autre parent qui gère, ou s'accorder peut-être le droit de faire venir, si on a les moyens, ça c'est encore un autre problème, mais une babysitter ou un truc pour avoir vraiment une soirée tranquille, voilà. Il y a des solutions possibles, mais ça demande un peu de réflexion et de préparation. Oui, c'est ça. Voilà. Alors après, concrètement, comment on fait? Si on se dit, je veux abréger le rituel du soir, le truc classique, c'est, je veux une histoire, on lit l'histoire, oui, mais j'en veux une deuxième. Bon, ok, on lit la deuxième histoire, oui, mais j'en veux encore une troisième. Et ça n'a pas de fin. Donc ça réclame, ça réclame. À partir du moment où vous vous dites, j'arrête, parce que c'est insupportable pour moi, quand vous allez dire à l'enfant, bah voilà, par exemple, on lit 2 histoires, quand vous allez à la deuxième histoire dire, bah voilà, on avait dit 2, c'est fini, l'enfant, il va être furieux. Et il va le montrer. Oui. Ou il a peut-être simplement envie d'une troisième et vous dire que non, ça ne lui convient pas. D'accord. Donc là, ça veut dire que comment est-ce qu'on aborde cette émotion désagréable là? Comment on la gère? Donc il y a des outils autour de l'écoute active, de montrer à l'enfant qu'on a vu qu'il était furieux. Donc souvent reformuler son émotion. Bah oui, t'es vraiment furieux. Oh, t'es furieux à ce point-là. Ceci étant dit, pour des enfants petits, le problème, et surtout au moment du coucher, c'est que le fait de leur parler réactive, j'en avais parlé dans un article sur le blog il y a quelques temps, va réactiver leur attention et va les remettre en route. Donc, vous pouvez essayer de faire ça, mais il y a des chances que ça ne fasse que, même si c'est dans le sens de l'écoute active, que ça ne fasse que réenclencher le système et repartir dans un cycle d'éveil et de tension. Donc parfois, le plus efficace, c'est de reformuler en disant je sais que tu vas être furieux, que tu vas pleurer, que tu vas hurler, que tu vas être très en colère contre moi. Je sais, je m'en vais. Tu peux continuer à pleurer, à hurler autant que tu veux. Je t'entends. Mais c'est comme ça. Alors je sais que ça peut paraître violent. Et pas confortable. Et pas confortable. Parce que c'est pas facile pour un parent de dire non, je peux pas quoi. Mais c'est pour ça que moi en accompagnement, la première question que je pose, c'est vraiment ça. Est-ce que vous vous sentez prêt à faire ça? Oui. Si vous vous sentez pas prêt à faire ça, il faut pas le faire. Oui, et il faut continuer à accompagner en sachant que le prix à payer, c'est du coup que 30 minutes ou 2 heures, ça peut durer longtemps, et que le prix à payer, c'est 2 heures. Alors après, il y a des méthodes style, 5, 10, 15, j'aime pas, mais on va quand même en parler. Moi, je ne l'utilise pas comme telle qu'elle est souvent présentée. Alors déjà, ces méthodes d'apprentissage, donc là, c'est des méthodes d'apprentissage et d'habituation progressive. C'est sûr que si vous avez envie de passer votre gamin par la fenêtre et que vous êtes sur le point de le faire, peut-être, même si c'est pas forcément très bienveillant dans l'esprit, peut-être que ça vaut quand même le coup de le faire parce que ça sera bienveillant dans le résultat. Parce que vous allez retrouver la sérénité et que ça va être plus simple pour vous d'être serein ou sereine avec votre enfant après. Alors déjà, le 5, 10, 15, on ne fait pas ce genre de méthode d'éducation, de renforcement, avec des enfants qui ne sont pas en capacité d'exprimer leur désaccord. Donc, moi, jamais avant 18 mois. 2 ans, ça commence à être pas mal, voilà. À partir du moment où l'enfant peut exprimer que vraiment il est en panique ou vraiment en difficulté, parce que sinon, on prend des risques. À mon sens, on prend des risques. D'accord ? Alors après, le 5, 10, 15, moi je ne l'utilise pas du tout comme ça, je l'utilise avec ce qu'on appelle le renforcement positif. Donc le renforcement positif, c'est le fait de renforcer positivement
tout comportement qui va dans le bon sens, bon entre guillemets, dans le sens qu'on espère, même le début d'une amorce d'un changement de comportement. Je m'explique. Si votre enfant, ça suppose un temps d'observation pour commencer. Oui, pour commencer. Où je décide que je ne change rien et je vois ce qui se passe et je note. Donc je note combien de temps ça dure, le rituel, combien de fois l'enfant me rappelle, etc. Au bout de combien de temps? Voilà, donc je note ça. Et au bout d'un moment, je passe au renforcement. Donc si l'enfant, par exemple, me rappelait 10 fois, eh ben, je lui dis, écoute, moi je suis sûre que tu es capable de ne me rappeler que 9 fois, par exemple. Et on met en place. Et si l'enfant vous rappelle 9 fois, ben, vous n'avez plus qu'à le féliciter en disant, ben, c'est génial, hier tu m'as rappelé que 9 fois, pouf, on met un smiley, une croix verte, un truc, super, t'as vu, t'es super fort et tout ça. Attention, quand on utilise le renforcement positif, il ne doit pas y avoir d'effet punitif. C'est-à-dire, si l'enfant vous rappelle une 10e fois, il ne faut pas dire même si vous avez très envie, il faut dire ah bah c'est pas grave, tu vois, là tu feras mieux la prochaine fois. Oui, c'est ça. On le signale, enfin... On dit juste, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Oui, voilà. Parce qu'il le sait, hein, oui, en même temps. Si on note une fois, 2 fois, 3 fois, voilà, il le voit. Parce que si vous avez un effet punitif, en fait, vous annulez entre 5 à 10 renforcements. Donc vous détruisez complètement l'efficacité de l'approche. D'accord? D'accord. T'as l'air toute... C'est pas super facile parce qu'en même temps c'est hyper intéressant de t'écouter. En même temps je lis les commentaires pour les noter et penser à te poser les questions. Mais ça m'intéresse aussi qu'on parle des commentaires justement. Oui, non mais c'est pour ça je les mets de côté et pour éviter de te couper systématiquement. Et donc c'est une approche qui peut avoir l'air d'être très laborieuse mais qui en réalité fonctionne très vite. Oui. Mais il faut quand même avoir pas forcément beaucoup d'énergie pour ça finalement, parce que on reste dans ce investissement. Oui, mais on reste dans ce que l'enfant fait. Oui. Donc au final, on n'aura pas forcément d'émotions hyper négatives à gérer de sa part, etc. Il n'y aura pas de colère, il n'y aura pas de... Voilà, on essaye juste de l'emmener... Ouais. Alors, donc, le renforcement positif, c'est pareil, j'en avais parlé sur le blog, donc vous pouvez aller chercher un peu plus précisément. On vous mettra les liens des articles en question. Oui, tout à fait. On fera ça. On fera ça. C'est une excellente idée, je n'y avais pas pensé, mais oui, on fera ça. Donc, c'est une approche qui peut sembler laborieuse. Après, il faut être honnête, sur le sommeil de l'enfant, je ne connais pas de méthode magique, que ce soit pour l'endormissement du soir ou l'endormissement de la nuit. Donc, il y a aussi une question très importante à se poser, c'est... Et si vous aviez la certitude, aujourd'hui vous essayez des trucs pour l'endormir et tout ça, si vous aviez la certitude que rien de ce que vous pouvez faire ou dire ne fera mieux dormir l'enfant, s'endormir plus tôt, qu'est-ce que vous feriez de différent? Oui. C'est une question compliquée. Hein. Si vous aviez la certitude que rien de ce que vous pouvez faire ou dire ne fera mieux dormir l'enfant, est-ce que vous feriez quelque chose de différent? Et si oui, quoi? D'accord? Parce que très souvent, quand je pose cette question, les gens me disent bah, je continuerai comme ça, je me dis bon bah c'est pas grave, ça va aller. Les gens me disent bah moi, certains me disent bah moi du coup bah tant pis, je le laisserai dans sa chambre et puis j'irai vaquer à mes occupations et j'arrêterai de revenir. Enfin, voilà. Mais ça c'est à vous de réfléchir aussi individuellement par rapport à comment vous vous sentez. C'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode magique. Bon, que dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié là? Alors, il y a... il y a des questions. Je crois pas que tu aies oublié grand-chose sur le principe. Oui, non, le message c'est ça, c'est d'être attentif à soi, surtout pour savoir à quel moment ça devient un vrai problème. Ouais. Voilà, il n'y a pas de méthode magique, ça on a bien compris. Vérifier l'environnement autour. Alors, si une question intéressante, est-ce que s'il y a un problème d'endormissement, ça veut dire que l'enfant a un problème ailleurs? Mais ça peut. Ça peut. Mais est-ce que... Oui, mais est-ce que... souvent, on va nous dire, oui, c'est peut-être qu'il a un problème à l'école, oui, c'est peut-être qu'il a un problème chez la nounou, oui, c'est peut-être parce qu'il se fait harceler, oui. C'est possible. Tu vois? Alors, quand les enfants parlent, on peut aussi essayer d'explorer, on peut poser des questions aux professionnels qui l'accompagnent, savoir comment se passent les journées, etc. Maintenant, on ne trouve pas toujours. Hein. Oui.
ça c'est la difficulté, c'est qu'il n'y a pas forcément d'événements, c'est ce que je disais au début, d'événements vraiment précis, ponctuels, ou qui durent, par exemple si c'est une problématique de harcèlement, oui, ça peut créer du stress. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de bien observer. Alors, avec les enfants les plus petits, faire une espèce d'agenda aussi du sommeil. À quelle heure il se lève, à quelle heure il fait ses siestes, est-ce qu'il y a des problèmes de comportement dans la journée. Donc ça, je vous en mettrai peut-être aussi en lien, vous pouvez les télécharger. C'est un travail d'observation qui est intéressant, aussi pour voir les heures d'endormissement. Et voir s'il y a des liens entre il fait pas de sieste et le soir c'est plus dur de s'endormir ou au contraire c'est plus facile. Parce que des fois dans les difficultés d'endormissement, il y a le fait qu'on a raté le train du sommeil, c'est-à-dire on n'a pas vu les signes de fatigue, donc on est reparti sur un cycle, et comme l'enfant est épuisé, en réalité, il est surexcité. Et il a encore plus de mal à s'endormir, il court partout, il est comme ça, monté sur ressort. Ça, c'est peut-être juste qu'on a, entre guillemets, raté le train du sommeil, c'est pas toujours évident, mais ça vaut le coup de faire là aussi ce travail d'observation. Il y a aussi les périodes de transition, de rythme, de changement de rythme. La rentrée. Oui, et puis moi je me souviens par exemple quand mon deuxième était en âge de plus trop faire la sieste l'après-midi. Oui. Alors on a tendance à favoriser la sieste, à dire non c'est encore important, et puis finalement ça décalait le coucher du soir, et donc le lendemain il se réveillait fatigué, donc avait besoin de la sieste. Enfin, voilà. Alors, c'est pour ça que ça, c'est important. C'est une problématique que j'aborde souvent en crèche aussi, parce que comme beaucoup de crèches sont dans une attitude bienveillante à l'égard des enfants, respect du rythme et tout ça, on ne réveille pas un enfant qui dort à la crèche, sauf que quand les parents viennent dire bah, du coup le coucher est insupportable. Alors attention, il ne faut pas forcément faire un lien systématique entre les deux, hein. C'est pas parce que... Oui. Mais quand même, ça arrive qu'effectivement l'enfant il dort 2 heures, 2h30, et du coup le soir il est incouchable. Bah oui, c'est ça. Parce qu'il s'est réveillé à 17h et qu'à 20h il n'a pas sommeil. Bah oui. Donc c'est vrai que j'ai des professionnels de crèche qui me disent alors on ne réveille pas un enfant qui dort, par contre au bout d'1h30, si on sait qu'il y a ce type de problème, on va peut-être mettre une petite lumière douce, on vient, on le caresse gentiment, on lui parle, on le réveille pas en disant vite, c'est dormi on laisse un peu la porte ouverte. Mais voilà, il va être dans l'agitation et du coup il va se réveiller spontanément plus facilement et ça va abréger sa sieste et du coup le coucher sera plus simple. D'accord. Donc voilà, ça c'est aussi une technique à... C'est pour ça que pour les problèmes de sommeil et d'endormissement, le travail, et comme beaucoup de problèmes, le travail d'observation est primordial. Déjà ça permet de se détacher un petit peu, de plus être dans « faut que je résolve ce problème » et de voir un peu ce qui se passe et de trouver des pistes plus concrètes. Combien de temps d'observation pour faire Au moins 2 semaines. Au moins 2 semaines. Ouais. Sans agir. En agissant le moins possible, en essayant d'être le plus possible dans je regarde ce qui se passe quand j'interviens le moins possible, je régule le moins possible. Alors il y a B, du coup, Béatrice peut-être, qui avait posé la question, qui interagit du coup et qui dit là nous on parle beaucoup d'enfants qui appellent le parent le soir, et en fait non, il appelle pas. Il se lève. Il vient dans le salon, il se lève dès que ça bouge dans la maison, enfin voilà. Classique, donc là peut-être plus par curiosité ou par envie de voir. Et qui précise aussi, Bérangère, pardon. Bérangère, pardon. Et donc il précise aussi qu'il n'y a pas d'événement ou pas de problème ailleurs, il n'y a pas de petit frère, et chez la nounou et les copains, il va se coucher sans problème. Ok. Bon, c'est la faute de la mère, donc. C'est ça. Pardon. Des rétro. C'est un problème aussi assez courant, où effectivement, donc là il n'y a pas forcément d'angoisse ou de problème particulier au moment du coucher, c'est plus une espèce d'envie de savoir ce qui se passe, de s'intéresser, de participer à la vie, de rester un peu avec ses parents, souvent c'est ça. Qu'est-ce qui peut bien se passer quand je suis pas là? C'est ça. C'est quand même irrésistible comme curiosité. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Qu'est-ce qu'ils regardent à la télé? On se pose la même question pour eux quand ils sont à l'école. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, voilà. Donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on accorde de l'attention à l'enfant à ce moment-là. Alors, attends, précision importante peut-être, c'est pareil chez papy et mamie. Oui, mais donc c'est pas lié forcément aux parents, c'est lié à je suis avec des adultes et j'ai envie de savoir ce qui se passe. Visiblement, famille, cercle proche. Ouais. Peut-être qu'ils n'osent pas avec des gens plus... Oui. Qui se sentent moins en confiance, et que du coup ils n'osent pas le faire. Je ne sais pas, après je connais pas cet enfant. Oui. Donc, très souvent, en fait, on accorde de l'attention à l'enfant quand il fait ça.
Oui. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de lui soit en répondant à ses questions, soit de l'attention entre guillemets négative, en lui disant mais ça suffit, retourne te coucher, tout ça. Et donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que quand on lui dit ça, est-ce que c'est ça qu'ils lui disent, et quand il dit ça, est-ce qu'il retourne se coucher, il se relève, ou il reste et il fait comme si de rien n'était. Ça, c'est une autre question à se poser. Donc très souvent, en fait, l'enfant vient et on lui accorde de l'attention. Au bout d'un moment de guerlasse, on le prend entre nous sur le canapé, ou voilà, on finit par l'intégrer dans le truc. Donc finalement, on ne fait pas changer quelqu'un qui n'a pas de problème. C'est une deuxième règle de base. Donc, si cet enfant, bon an, mal an, il trouve son compte dans ce qui se passe, bah, il n'a aucune raison d'arrêter de le faire. D'accord ? Donc je dis pas. Alors lui crier dessus, c'est pas créer un problème, aussi surprenant que ça puisse paraître. Ouais. Oui, pas spécialement. Non, parce que c'est une marque d'attention. Je raconte juste un témoignage personnel. Mon fils a fait ça pendant assez longtemps, enfin pendant quelques temps, où il allait se coucher, et puis donc chez nous il y a des escaliers. Et quand on est dans le salon, bah, les escaliers débouchent dans le salon, et donc il allait se coucher, et il se relevait une première fois, il descendait tout doucement les escaliers, il nous regardait à travers les barreaux de l'escalier, comme ça, genre désespéré. Et donc on lui disait retourne te coucher, remonte, donc il remontait, et puis 5 minutes après il redescendait, et il recommençait, et remonte, ça suffit, machin, on s'énervait, on se levait, on l'en ramenait dans sa chambre, et tout ça. Jusqu'au jour où je me suis dit on va arrêter la guerre, et je lui ai dit bah, viens nous faire un bisou. Et donc il est descendu, il est venu nous faire un bisou, un câlin, il est remonté, et ce jour-là il ne s'est pas relevé. Et donc du coup c'est devenu un moment qui faisait partie du rituel, c'est-à-dire qu'il se relevait une fois, il venait dans les escaliers, je lui disais allez viens faire ton câlin, il venait faire son câlin et il remontait. Et ça a réglé le problème. D'accord. Voilà. Parce que là, c'est ce que dit donc Bérangère, il bouge pas en fait. Il vient dans le salon, visiblement, il reste. Puis, ça doit les énerver un petit peu en tant que parent. Alors, ça serait bien que Bérangère nous dise comment eux ils réagissent. Oui, voilà. Alors Bérangère, effectivement, si tu peux me faire un petit commentaire pour expliquer un petit peu exactement ce que vous faites, ça permettrait de mieux répondre. Voilà, de mieux répondre. En attendant, j'ai eu une question intéressante aussi. Alors déjà, on a parlé du rituel, on a parlé des habitudes qui peuvent permettre d'avoir un coucher un petit peu plus facile. On m'a posé la question sur l'homéopathie, les fleurs de bac et ce genre d'aide. Alors, c'est pas ton domaine. Non, voilà, je suis pas spécialiste. Moi, je dis, ça mange pas de pain. Oui. Au pire, c'est un effet placebo. Au mieux, c'est efficace. Voilà, je n'ai pas de problématique particulière. Ça peut faire partie du rituel aussi, j'allais dire sur un point de vue psychologique. Après, la question que ça me pose à moi, c'est la question de la dépendance. Non pas physique, hein, bien sûr, hein, mais de la dépendance psychologique. C'est-à-dire, si j'ai pas, aussi bien chez le parent que chez l'enfant d'ailleurs, le jour où j'ai plus mes fleurs de bac, j'ai oublié d'en racheter, machin, panique à bord, comment je vais faire pour m'endormir? Voilà, c'est le seul risque. Mais... D'accord. Pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer si ça peut apaiser. Par contre, pas de truc... médecine allopathique classique, hein. Ah oui. Pas de non, là on parle de somnifères ou sirop pour dormir et tout ça. Le sirop contre la toux. Voilà, qui shoot les enfants, on ne devrait pas le dire, mais ne faites pas ça, quoi, parce que le sommeil est quelque chose de fragile. Donc plus on arrive à apprivoiser son sommeil, parce que c'est ça, je pense, le terme, plus on arrive à apprivoiser son sommeil, spontanément, sans aide extérieure, ça ne veut pas dire sans aide d'un autre être humain, mais sans aide chimique ou autre, mieux c'est, parce que les médicaments ou les choses qui modifient le cycle de sommeil pour nous faire dormir, certes, nous permettent de dormir à court terme, donc ça peut être utile si vraiment on est HS. Par contre, attention, parce que ça modifie les cycles de sommeil sur le long terme, et ça peut devenir problématique. D'accord. Donc chez les enfants, vérifiez bien avec un pédiatre sérieux avant d'en arriver là. Après, il y a des questions de mélatonine. On parlait en préparant aussi ce live de qu'est-ce qu'on peut faire dans la journée. Si possible, exposer les enfants à la lumière du soleil. Même s'il fait mauvais temps, même s'il fait froid, on se synchronise avec la lumière du soleil et c'est plus facile de s'endormir quand on a été exposé à la lumière du soleil.
Ok, il y a une autre question, alors qui c'est un cas un petit peu plus compliqué peut-être, enfin en tout cas différent. Des parents divorcés. Oui. Et il y a des crises de coucher chez l'autre parent, qui n'est pas moi, donc. Oui, j'ai compris. Et visiblement, l'autre parent s'énerve fort parce qu'il doit se sentir impuissant, j'imagine. Mais probablement, enfin c'est très... Le coucher c'est compliqué, hein, parce que après j'ai ma soirée pourrie, qu'est-ce que c'est que ce gosse qui machin... Enfin, oui, et puis il y a toujours cette vieille impression qu'un enfant qui s'endort pas est un enfant qui ne va pas bien et que... Voilà, ce qui n'est pas forcément vrai. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais enfin il y a toujours ça aussi, cette culpabilité, quoi. Alors, le problème c'est que le parent qui n'est pas concerné ne peut pas faire grand chose, parce que ça ne se produit pas chez lui. Oui, c'est ça. Mais visiblement, ces problèmes de coucher n'arrivent que chez l'autre. Hein. Mais oui, c'est ça. Donc là, il serait quand même plus utile que l'autre demande de l'aide, parce que du coup, c'est compliqué de régler ça par personne interposée. Ce qui est compliqué dans les familles comme ça séparées, c'est que le risque, c'est que du coup, celui chez qui ça se passe mal, ou celle chez qui ça se passe mal, enfin la personne chez qui ça se passe mal, en vienne à dire que c'est la faute de l'autre parent. C'est ça. Et je suppose que ça doit être un message un peu... Là, on tombe dans une autre problématique, c'est parce que toi, tu lui mets pas assez de limites, parce que toi, tu fais ci, parce que toi, tu fais ça, que ça se passe mal. On peut accompagner ça en étant le parent chez qui ça se produit pas, de façon assez pragmatique, mais c'est pas forcément simple, ça dépend de la relation qu'on a, en disant, bah, ok, mais du coup, tu gères comment? Est-ce que tu serais d'accord pour que je te propose des pistes ou que je te dise, tiens, moi, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Selon la relation qu'on a, c'est pas forcément simple. Ce qui se passe au moment du coucher est aussi très interactionnel. C'est pour ça que ça peut très bien se produire chez un parent et pas chez l'autre. C'est-à-dire que selon la façon dont je gère, ben, l'enfant va se coucher plus facilement ou pas. C'est pas aussi catégorique que ça, mais ça peut l'être. Oui. Oui, bah, généralement l'enfant réagit par rapport à notre réaction aussi. C'est ça. Alors, je précise quand même une chose, ça n'a rien à voir avec les familles recomposées. Les enfants qui ont des troubles du comportement, autisme ou voilà, des choses comme ça, ont souvent des problèmes pour s'endormir. D'accord. C'est très fréquent. Donc ça, il faut le savoir. Donc c'est pas la peine, enfin c'est pas la peine. Du coup, ils ont besoin d'un apprentissage. Ils ont besoin parfois, pour certains, d'un traitement de la mélatonine ou des choses comme ça, qui facilitent l'endormissement. Mais c'est pas qu'ils s'opposent, qu'ils essayent de vous casser les pieds ou quoi, c'est juste que c'est une difficulté fréquente chez ces enfants-là. Oui, et des fois c'est physiologique. C'est physiologique, exactement. Ok. Donc voilà, pour la famille recomposée, c'est un sujet un peu plus compliqué. Ça, il faut regarder comment la personne chez qui ça se produit se comporte avec l'enfant. Et visiblement, il s'énerve. Oui. Au moment du coucher, en tout cas, sur le reste de la journée. Ça, c'est un autre Facebook Live, c'est comment on gère les relations avec, à distance. En tant que parent divorcé, ça peut être un bon thème. Mais bon, ça, on verra. Est-ce que Bérangère nous a répondu? Alors, pas encore. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, si. Alors, Bérangère nous dit deux situations. Soit on reste collé contre... Je la lis en direct, du coup. Soit on reste collé contre lui, couché, par terre pour nous, sur un matelas au sol pour lui, jusqu'à ce qu'il s'endort. Donc ça arrive vers 22h. Ou alors qu'il est allongé sans rien dire, ou presque vers 20h30. Ou alors on a envie de faire autre chose, du coup on écourte et on sort avant qu'il s'endorme, et là ça part en cacahuète. Il se lève, il ne veut pas se mettre dans son lit, retourne dans le salon sans cesse, puis se met à pleurer, il dit qu'il a peur, on s'énerve, finit par s'endormir après des crises de larmes. Voilà. Ils ont essayé visiblement beaucoup de choses, lumière, chansons, rituels, homéopathie, phyto, microkiné, ostéo, pédiatre. Oula, oui. Et ça dure depuis le 9 mai, c'est très précis. Très précis. Bien. Voilà. Mais il n'y a pas d'événement particulier dans ces alentours-là, donc voilà. Alors, que ce soit parce que l'enfant a peur ou par une question de confort, je pense que là, effectivement, ça vaudrait le coup aussi. Ce qui est compliqué, c'est que pour trouver la bonne solution dans une situation particulière, j'ai beaucoup de questions à poser. Lara m'a déjà fait remarquer que je posais beaucoup de questions. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Non, je plaisante. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir du coup ce qui a été tenté, dans quel sens ça va. Et visiblement, ça va dans le sens de... on va essayer de trouver un moyen pour que ça se passe bien. Donc moi, dans ce cas-là, je serais tentée de dire, bah, écoute, tu vas pleurer, tu vas râler, etc. Mais tant pis, c'est pas grave. Hop, on te laisse. Si l'enfant se relève, de tenter aussi, ce qui est compliqué, hein, mais l'ignorance la plus totale,
de sa présence. Oui, parce que disons qu'à partir du moment où on fait le choix de régler le problème que ça nous pose à nous, finalement, notre problème c'est d'avoir des soirées entre adultes sans enfants. Si on fait le choix de vouloir ça et de faire en sorte de l'avoir, il faut... Ce qui est légitime, hein. Ce qui est légitime, évidemment, sans jugement aucun. Il faut à ce moment-là être cohérent jusqu'au bout de la démarche. Et donc si l'enfant, lui, se relève parce qu'il n'est peut-être pas d'accord, lui, du jour au lendemain, de régler ça comme ça, il faut l'ignorer et dire, bah non, je t'ai dit, c'est ma... Alors l'ignorer, ça veut dire... C'est même pas lui réexpliquer. Ne pas lui parler. Oui, c'est même pas lui réexpliquer. Faire comme s'il n'était pas là. Attention, parce que... Alors ça, les comportementalistes l'expliquent très bien. Une marque d'attention est un renforçateur du comportement. Oui. Donc, si simplement... Alors, c'est pas de la manipulation de la part des enfants, mais si simplement, quand l'enfant est « Ah, mais je t'ai dit d'aller te coucher », c'est une marque d'attention. Et donc, c'est un renforçateur, et un renforçateur fait que le comportement se maintient. Donc, peut-être que ça vaut le coup d'expérimenter ce qui se passe, dans ce cas-là, si on ne porte vraiment aucune attention à l'enfant. Et peut-être qu'il va s'endormir par terre, dans un coin, mais ça vaut le coup de voir. Et qu'au bout d'un moment, il va se rendre compte que peut-être dormir dans son lit est plus confortable que dormir par terre dans un coin du salon. C'est possible. C'est pareil, ça va peut-être vous paraître violent, mais du coup, peut-être aussi que simplement le laisser dormir par terre dans un coin du salon alors qu'il a froid ou quoi. Voilà. Alors après, ce qui m'embête un peu dans la situation de Bérangère, c'est que visiblement, il se réveille aussi la nuit. Régulièrement. Donc voilà, je pense qu'il y aurait besoin de creuser un petit peu plus cette situation pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants et avoir un tableau plus global. Ouais, plus détaillé quoi. Ouais, plus détaillé de comment cet enfant se comporte, comment il gère ses émotions, parce que effectivement, l'endormissement, c'est aussi comment je gère mes émotions. J'en avais parlé aussi récemment dans la série sur les enfants un peu anxieux. Comment je gère toutes les pensées le soir quand on s'endort, en fait, le bruit ambiant s'éteint. Et je n'ai plus que comme bruit celui de mes pensées. D'accord ? Et donc comment je gère ça ? Est-ce que j'arrive à ne plus l'écouter ? Est-ce que j'y prête attention ? Est-ce que je rentre dans mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ou pas ? Voilà, donc ça on ne sait pas dans la tête des enfants. Donc souvent pour les problèmes de sommeil, il faut quand même regarder plus globalement comment l'enfant se comporte et comment il gère ses émotions. Ouais. Ok. Il y a Céline qui réagit aussi avec... Alors son enfant est un peu plus âgé. Oscar a priori a 6 ans. Et donc là, le coucher, c'est de la colère. Il refuse de s'abandonner au sommeil. Il se lève, il se relève, il dit qu'il a peur, il crie, il pleure. Il revient s'excuser, se recouche, se relève. Et parfois jusqu'à 22h45. Alors s'il revient s'excuser, c'est un excellent signe. Ça veut dire qu'il... Enfin, c'est un excellent signe. Ça veut dire qu'il culpabilise, qu'il se rend compte que c'est pas bien, mais qu'il du coup il n'arrive pas à s'empêcher de le faire. Il n'arrive pas à s'empêcher de le faire, oui, visiblement. Ok, donc là je pense que le renforcement positif serait un très bon outil. D'accord. Parce que du coup on peut le mettre, surtout avec un enfant de 6 ans, on peut lui mettre dans les mains en disant bah tu t'excuses, ça veut dire que tu te dis que c'est pas bien, t'aimerais faire autrement. Tu aimerais faire autrement, super, et ben on va essayer un truc. Alors, et je finis quand même parce que ça me semble important. Elle dit que les problèmes autour du sommeil durent depuis toujours, a priori, et qu'elle est sous tension à partir de 19h. Oui, alors en appréhension. Ça, c'est ce que j'appelle le radar à problème. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, j'explique le radar à problème. Quand votre enfant vous fait vivre une situation désagréable, il vous met en échec, ou voilà, là, le sommeil, ça va encore être l'horreur. Et c'est récurrent. Et c'est récurrent, ça revient plusieurs fois. Votre cerveau active, à votre insu, votre radar à problème. Je sais, j'ai l'air ridicule avec la main sur la tête, mais c'est pas grave, j'assume totalement. Le radar à problème, c'est quoi ? C'est que votre cerveau est là pour vous éviter des problèmes. Donc, quand vous vivez une situation difficile, il se dit « Oulala, il faut que je détecte les signes avant-coureurs que peut-être éventuellement le problème va se produire. » Et il surfocalise votre attention sur ces problèmes-là. Ce qui explique qu'on est déjà en tension avant même que ça démarre, que du coup on est crispé, et on est d'accord que si on est tendu et crispé, ça n'aide pas l'endormissement. Non, d'accord, mais ça c'est pas de votre faute, hein, ça se fait tout seul. Donc la première chose, Céline, c'est ça ? Céline. Oui. La première chose, Céline, que je pourrais peut-être vous dire, c'est déjà partez du principe que ça va durer encore très longtemps. D'accord ? Et que donc, vous allez subir ça encore très longtemps parce que souvent la tension c'est aussi il faut que je trouve une solution ou un truc comme ça. Ok, ça va durer très longtemps, réfléchissez à comment vous pouvez recharger vos batteries à d'autres moments, voilà, en vous disant ça va être la galère tous les soirs, il n'y a pas de souci, pour vous préparer, pour baisser un peu la pression.
Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour éviter d'activer votre radar à problème, évitez d'en parler. Évitez d'en parler à votre entourage, évitez d'en parler à 10 millions de professeurs. Alors, je dis pas qu'il faut jamais en parler, mais si c'est ce que vous avez fait et que ça n'a pas trouvé de solution, alors, arrêtez d'en parler. Pareil, elle a essayé beaucoup de choses. Donc, arrêtez d'en parler. Et donc, moi, je vous proposerais plutôt d'aller dans le sens du renforcement positif, de mettre le marché dans les mains de ce garçon. Oscar, j'allais dire Félix, je ne sais pas pourquoi, mais non. Oscar. De mettre les mains dans le marché dans les mains d'Oscar en disant, mais est-ce que ça te dirait? Il faut qu'il dise oui. S'il dit non, je ne veux pas essayer, laissez tomber. Mais s'il dit ouais, je suis d'accord pour essayer un truc, vous pouvez mettre en place des trucs style renforcement positif en disant, mais ça va, alors dédramatiser complètement. Ça va être difficile, tu vas probablement pleurer, tu vas probablement t'énerver, certainement que des fois tu vas pas y arriver, c'est pas grave. On essaye un truc. On essaye. Voilà. Dédramatiser complètement l'échec, parce que le problème d'Oscar, à mon avis, c'est que du coup, comme il se sent en échec, ça le stresse encore plus, et probablement que lui aussi, dès 19h, il se dit, je vais encore pas arriver à m'endormir, et ça va encore être la galère. Ouais, et puis oui, visiblement, s'il se lève pour s'excuser, c'est bien que quelque part, la situation ne lui convient pas non plus. Mais... C'est ça. Donc là, le renforcement positif, ça marche super bien, dans ce cas-là, parce que l'enfant, il est demandeur. Oui, il veut changer ça. Exactement. D'accord. Voilà. Alors, une question qui a été posée, est-ce qu'on peut faire un lien entre une séparation difficile à la crèche, chez la nounou, à l'école ou au coucher, parce que finalement c'est aussi une histoire de séparation, avec une relation fusionnelle? Alors déjà, moi je pense que c'est une relation fusionnelle. Je ne sais pas. Je suis désolée de vous dire ça comme ça. Non, c'est un terme qui est utilisé souvent avec une connotation assez négative. Moi, par exemple, j'ai beaucoup porté mes enfants. Je les ai allaités, ma grande jusqu'à 3 ans et demi, mon petit jusqu'à 2 ans. J'ai dormi avec eux. Je dors encore avec eux de temps en temps quand ils le réclament. Donc je pourrais être qualifiée de fusionnelle, mais je me suis jamais sentie, moi, fusionnelle. Au point que ça pose problème, en tout cas. Ça pose peut-être problème à d'autres personnes, mais à moi, non, absolument pas. Et je me suis pas sentie fusionnelle dans le sens, si mes enfants sont pas avec moi, je suis en panique, en stress. Donc c'est pour ça que fusionnelle, ça veut tout dire et rien dire. Alors, oui, c'est possible que si la séparation, d'une manière générale, est difficile avec l'enfant, que ce soit la journée, si elle est difficile la journée, c'est possible qu'elle soit difficile aussi le soir. Ça, incontestablement. Après, le soir, c'est un petit peu différent parce que certes, il y a une séparation, mais les parents sont là. Oui. Alors que la journée, ils ne sont pas là, présents physiquement, a priori. Donc, des fois, ça peut faire que c'est différent. Ça se passe bien le soir et puis ça se passe pas bien la journée, ou l'inverse. Après, fusionnel, c'est pour ça qu'il faut préciser. Qu'est-ce que ça veut dire fusionnel ? Je ne sais pas, enfin c'était juste, il y avait un parallèle de fait avec la séparation à la crèche, etc. Ouais. Je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est aussi une histoire de séparation le soir. Ouais. Par contre, c'est vrai que si moi, je suis en stress parce que je me dis, comment ça va se passer pour mon enfant et tout ça, c'est possible que l'enfant sente cette espèce de tension et que ça soit un peu, le stress, c'est contagieux. D'accord ? Si quelqu'un à côté de moi est comme ça et... Non, tu te dis, oulala, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème ? Donc ça veut dire aussi que la maman, entre guillemets, fusionnelle, donc je mets toujours ça entre guillemets, si on se trouve dans ce cas-là, ça vaut le coup de se demander comment je gère moi mon stress, c'est quoi les risques si je laisse mon enfant tranquillement et tout ça. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je ne vois pas de problème a priori à dormir avec ses enfants ou à passer du temps au contact. Il y a 80% de la population mondiale qui dort avec ses enfants jusqu'à un âge avancé. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas plus de troubles du comportement ou de troubles du sommeil que nous. Vous avez à dire qu'ils en ont moins. Peut-être même moins, mais ça, je ne sais pas. D'accord ? Alors, il y a Céline qui répond du coup par rapport et qui dit qu'apparemment, mamie a tenté les points verts qui, au bout de 4, donnent une récompense. Oui. A priori, ça a marché 2 soirs. Ouais. Voilà. Alors après, il faut voir comment elle l'a mis en place, il faut le poursuivre. Qu'est-ce qui s'est passé le 3e soir ? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça marche 2 soirs, super. Le 3e soir, ça marche pas, il faut pas abandonner. C'est normal, quand on apprend un truc, on se plante, il y a des fois ça marche pas, il n'y a pas de problème. Okay, oui, on lui dit, on fera mieux la prochaine fois. Il n'y a pas de problème. Et on recommence. Et on continue. Parce qu'a priori, il était très fier. Mais voilà, ça a été plus fort que lui malgré tout. Mais c'est normal. C'est normal. D'accord. Donc il faut vraiment, si Oscar est inquiet par rapport à ça, il faut vraiment dédramatiser. C'est normal, tu es en train d'apprendre, ça va prendre longtemps.
probablement qu'il est en train d'apprendre à lire, il n'a pas appris à lire comme ça, pouf, du premier coup, on lui a donné un livre, il savait lire, il a appris les lettres, ça a été laborieux, il s'est trompé, quand il a appris à marcher, il est tombé, il s'est raboté les genoux, il s'est relevé, il est reparti. Et bien avec le sommeil, c'est pareil. D'accord. Oui, donc il y a Virginie qui nous dit le renforcement positif. Oui, peut-on lui donner des astuces pour s'endormir? Est-ce qu'il y a des choses concrètes qu'on peut dire à l'enfant qui pourraient l'aider? Oui, alors toutes les astuces style détente, alors pas méditation, mais type sophrologie. Oui, mais type sophrologie. Il y a des programmes super sympas, calme et attentif comme une grenouille. Mettre un CD, mettre un CD, tout ça. Donc ça c'est chouette d'expliquer, de faire. Moi je le fais, mais des fois on peut le faire avec très simplement. Hein. Moi j'expliquais ça à mes enfants. Je disais allez, on se met sur le matelas, on est tout mou. Alors et on balaye le corps, les doigts de pied ils sont tout mou, puis ils s'enfoncent dans le matelas, ils s'enfoncent, c'est lourd, voilà. Et on parle avec une voix douce comme ça un petit peu. Et si vous vous sentez pas à l'aise pour le faire, il y a des petits trucs, des podcasts qu'on trouve très facilement sur internet. Oui, ça peut aider. Oui. Parce que des fois, c'est juste ça, et ce petit moment, le massage et tout ça, le massage par exemple avec les petits, ça marche bien. Le fait d'avoir un contact physique, apaisant, enveloppant, tranquillement, ça détend. Donc voilà, après il y a des choses physiques, du contexte, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud dans la chambre, ou voilà, des choses comme ça, ça aide à s'endormir. On s'endort mieux quand il fait froid. Le genre de phrase, fais le vide dans ton esprit, arrête de... Enfin là, c'est sûr pour un petit de 2 ans, non, voilà. Ça semble compliqué. Mais faire le vide dans son esprit, c'est pas possible. Non, c'est ça. Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez hein. un truc très important. Votre cerveau ne s'arrête jamais. Non. C'est juste que quand vous dormez, vous ne l'entendez plus. Vous n'êtes plus conscient de ce qui se passe dans votre tête. Donc le moment de l'endormissement, c'est compliqué parce que c'est le moment où ça continue à parler, mais il faut arrêter d'écouter. Donc faire le vide, ça n'est pas possible. Se concentrer sur autre chose, ça c'est possible. C'est pour ça que les techniques type sophrologie fonctionnent bien, parce que du coup, en fait, ça détourne l'attention. C'est-à-dire au lieu de se concentrer sur ce qui se passe dans ma tête, je me concentre sur ce qui se passe dans mon corps, ça fait moins de bruit. Oui. Si je peux m'exprimer ainsi. Oui, c'est ça. Et ça peut aider. Mais oui, bien sûr que c'est intéressant de leur expliquer ça, ouais. Oui, et puis de les amener du coup à faire autre chose. Ouais. Ok. Mais écoute, ça fait... Bon, on a déjà dit pas mal de choses. Je sais qu'il y en a plein qui sont repartis frustrés et qui n'ont pas forcément eu la réponse alors qu'ils sont... Je ne sais même pas du tout quelle heure il est. Il est 11h moins 8. Et ben voilà, on a fait presque une heure, beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je suis désolée de frustrer quand même pas mal de monde, mais voilà, c'était une première. On va voir... à l'usage. On vous remettra les liens dont on a parlé, on va réécouter tout ça et on va faire des choses. Et la vidéo sera évidemment visible en replay et vous pourrez nous reposer éventuellement quelques questions si vous le souhaitez par rapport à ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez-nous des petits pouces bleus ou des petits cœurs ou tout ce que vous voulez, des commentaires pour qu'on sache aussi comment c'était pour vous, hein, parce que oui, et puis pour les prochains, du coup, s'il y en a, ça nous permettra de progresser, effectivement. Est-ce qu'on fait pareil, est-ce qu'on fait différemment, est-ce que vous voulez plus d'interactivité, enfin voilà, est-ce que vous avez envie qu'on le refasse, parce que ça nous permet de proposer des choses qui vous conviennent, qui vous plaisent, et voilà, qui sont intéressantes pour vous. Juste un petit résumé peut-être, en 3 mots. En 3 mots, la vache. Non, pas en 3 mots, mais enfin, ça devient un problème si c'est un problème pour nous, finalement. C'est ça qui est important. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis après, on fait au moins pire, quoi. Enfin, ou au mieux. Ou au mieux, oui. Oui, donc pour résumer, les problèmes de sommeil sont très fréquents. Notamment chez les enfants entre 18 mois et 5 ans, on va dire ça comme ça, parfois plus tard. La première chose à se demander, c'est à quel point c'est un problème pour moi, et si c'est vraiment un problème, je commence à devenir violent, ça commence à polluer mon truc, il faut faire quelque chose, sinon on peut voir si ça va pas juste s'apaiser avec le temps. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après il faut être préparé au fait que l'enfant va manifester des émotions désagréables, ne pas être content ou être en stress.
Et après, la question... Il faut se sentir capable d'affronter ça. D'accompagner, plutôt ouais. que d'affronter, d'accompagner ses émotions. Si c'est du stress, de la peur, voilà, les techniques plus renforcement positif, accompagnement progressif seront probablement plus efficaces. Si c'est juste un problème d'inconfort, de colère, de frustration, très souvent, le plus efficace, c'est de dire, ok, tu vas pleurer, tu vas hurler, je le comprends, mais je m'en vais. Parce que finalement, je peux rien faire. Parce que finalement, là, je peux pas faire grand-chose. Ok. Donc voilà, pour résumer, ça serait ça. J'ai une dernière chose à vous dire. Posez-vous aussi la question. Si vous ne vous sentez pas prêt, si ça vous pèse vraiment, mais que vous ne vous sentez pas prêt à affronter l'émotion désagréable, posez-vous aussi une question. Quel autre problème j'aurais à gérer si ce problème n'existait plus ? Je pense notamment aux problématiques de couple. Si l'enfant ne met pas 2 heures à se coucher, et que je me retrouve à me regarder dans le blanc des yeux avec quelqu'un qui ça se passe pas très bien, peut-être que c'est une raison suffisante pour ne rien faire pour que le problème de sommeil se résolve. Ouais. Si je me retrouve à devoir affronter une problématique de désir et que je sens qu'il y a un moment très désagréable, je vais mettre un râteau à l'autre ou bien je vais devoir solliciter, on va me dire non, peut-être aussi que c'est une raison suffisante pour faire en sorte de ne pas changer de comportement. Si c'est le cas et qu'il y a une problématique autre derrière, laissez tomber le problème de sommeil. Oui. Attaquez-vous à l'autre problème. D'accord. Voilà. Très bien. Un petit tableau. Je mettrai probablement un article sur le blog, peut-être avec des choses un peu techniques sur le sommeil. Oui. Pour approfondir un peu ces choses-là. Oui, et puis on vous mettra tous les liens des articles dont on a parlé. Yes. Merci. Merci Lara. Merci à tous et à toutes. Et puis à très bientôt. Oui, on nous demande déjà à quand la prochaine. Et bien on ne sait pas en fait, c'est ça le problème, c'est que nous avons toutes les deux des agendas de ministres. Donc, mais on va bien trouver. Non, mais on va trouver un créneau, on va trouver. Ne vous inquiétez pas, si ça vous plaît, on le refera. On refera. Yes. Sans problème. Merci à tous et à toutes. Alors je vais me lever, je vais aller éteindre, donc vous allez me voir en très gros plan. Si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à venir nous rejoindre sur la page Facebook de Est comme c'est, les liens sont dans la description, et ou à vous inscrire à la newsletter pour ne rater aucun de nos prochains événements. Merci et à bientôt!